bruit d'hommes creusant sur une vaste échelle. Les tranchées couraient jusqu'à une centaine de mètres de chaque position française, et quelques-unes passaient même dessous. Les défenseurs réclamaient des périscopes de tranchées à leur quartier général, mais il n'y en avait aucun de disponible au Vietnam. La demande fut transmise à Paris, mais à l'évidence, on n'en trouva pas même un exemplaire de la Première Guerre mondiale en état. Leurs réserves de munitions bien entamées, les Français durent limiter leurs tirs, alors qu'ils pouvaient voir les Viet Minh creuser. La tactique de Giap consistait à s'emparer des points clés de Dien Bien Phu, l'un après l'autre. La routine était toujours la même. On creusait des tranchées jusqu'au poste avancé français déterminé, on l'encerclait la plupart du temps, de façon que le ravitaillement et renfort ne puissent y parvenir. Et la défense finissait par tomber sous l'effet de l'épuisement, ou plus exactement de l'étranglement. En dépit de la pression sans relâche exercée par les Viet Minh, la défense française était loin d'être passive. Pas un jour ne passait sans une contre-attaque ou quelques coups fourrés meurtriers. Il était remarquable que le moral des Français ait résisté à des conditions aussi désastreuses. Des prisonniers Viet Minh étaient pris presque quotidiennement. À un moment, les Français en détenaient plus de 2000. Le courrier était largué aux défenseurs assez régulièrement. Un sergent marocain reçut même une permission officielle pour aller faire le pèlerinage de la Mecque, sans bien sûr que les bureaucrates de Paris ne lui suggèrent comment quitter la vallée. Mémos et messages radio se transmettaient à l'appel entre Dien Bien Phu et Hanoï ou Saigon, où Cogny et Navarre étaient confortablement installés. Tandis que les défenseurs recherchaient toujours plus de fournitures et de renforts, tout en sachant au fond d'eux-mêmes qu'ils n'en obtiendraient jamais en quantité suffisante, bien qu'il ne se soit pratiquement jamais passé de jour sans que du matériel ou des hommes n'aient été parachutés dans la vallée. Les généraux de leur côté apportaient par l'écriture leur contribution à l'histoire en essayant de prévenir le blâme dont l'histoire ne manquerait pas de les charger, pensait-il, pour la situation inextricable dans laquelle se trouvait Dien Bien Phu. C'est ainsi que Navarre et Cogny ne se parlaient pratiquement pas, si ce n'est pour des nécessités d'ordre militaire, ce qui ne facilitait pas la tâche des malheureux défenseurs. Les défenseurs avaient rarement plus de 2 ou 3 jours de réserve de munitions et devaient constamment rationner leurs salves, tandis que les Viet Minh n'économisaient pas les leurs. Dien Bien Phu était à présent à peine plus grand qu'un terrain de baseball. Pour cela, et en raison du nombre croissant des attaques antiaériennes Viet Minh, sans parler bien sûr de la mauvaise visibilité au-dessus de la vallée occasionnée par la mousson, l'approvisionnement largué aux Français se perdait de plus en plus fréquemment. Pire encore, une partie de l'équipement que les Américains commençaient à fournir à la France, en particulier les obus à explosion différée, tombait entre les mains des Viet Minh et était utilisé contre les défenseurs avec des effets dévastateurs. La nourriture constituait également un problème inévitable et ne passait d'habitude qu'en 3e rang dans les largages, après les fournitures et les remplacements d'hommes. Les défenseurs furent bientôt réduits à des demi-rations puis à presque plus rien. Pour les Français, les remplacements ne compensaient jamais complètement les pertes, si bien que les effectifs de la garnison ne cessaient de se réduire. Ce qui restait ne pouvait que bien rarement se reposer, sans parler de se rétablir. Les Viet Minh pouvaient naturellement être plus facilement remplacés. Il leur suffisait d'arriver à pied. Mais les lourdes pertes enregistrées par eux, 10 000 hommes tués au cours du 1er mois, affectaient leur morale. Parmi les Viet Minh venus en remplacement, beaucoup n'avaient que 16 ans et avaient été recrutés quelques semaines plus tôt. Leur entraînement était minime. Incroyablement, quelques-uns désertèrent pour passer du côté français.
Pour les blessés des deux côtés, les conditions étaient épouvantables. Dien Bien Phu était devenue une vallée de mort et de larmes. La souffrance était partout. Les Viet Minh manquaient constamment de médicaments et ils ne disposaient que d'un chirurgien expérimenté et d'une demi-douzaine de médecins généralistes pas trop bien formés. Les Français étaient mieux lotis avec 19 médecins, y compris quelques excellents chirurgiens. Mais leurs blessés, rarement moins d'un millier à la fois, et considérablement plus vers la fin, étaient perpétuellement soumis au feu dans des abris inondés. Les Français essayèrent de passer un accord avec Giap au sujet des blessés, mais il refusa aux blessés français, même pour les cas les plus graves, de quitter la vallée. Il n'accepta pas davantage que les Français lui renvoient ses propres blessés. Selon sa doctrine marxiste, il voulait que la vue constante de corps mutilés produise le maximum d'effet sur le moral des Français. Chaque jour, des centaines d'hommes souffrirent à Dien Bien Phu. Chaque jour. Beaucoup y moururent. Les Français furent bientôt dans l'impossibilité d'ensevelir leurs morts, et l'odeur sucrée, nauséabonde des corps en décomposition se répandit sur toute la vallée. Au début, nous n'avions pas trop de cadavres, si bien que nous pouvions les enterrer tous. Mais à la fin, c'était très difficile. Quelquefois, nous ne pouvions pas les identifier, parce qu'ils avaient perdu leurs mains ou leur tête et qu'ils ne portaient plus leur plaque d'identité. Leur identification était impossible à faire. La vue des morts et les blessés gisant à terre sur un sol détrempé par les pluies constituait un spectacle horrible. Et peut-être pour moi, et peut-être aussi pour les autres autour de moi, cette vision nous faisait penser à l'enfer. Il était difficile de changer les pansements, parce que nous n'en avions que peu. Il manquait aussi de bassins à l'infirmerie. Et puis il n'y avait rien de sucré pour les blessés. Juste un peu de nourriture. Oh, pas beaucoup. Quelquefois, nous n'avions que 9 rations pour 10 hommes. Alors, nous divisions les portions pour que tout le monde ait quelque chose à manger. Nous avons connu des moments très très difficiles. Dans les tout derniers jours du combat, il y eut de très graves problèmes d'inondation. La rivière a débordé et nous avions de la boue jusqu'à la ceinture. Vous savez, c'était très dur de se battre dans ces circonstances. Le vendredi saint, le 16 avril, vit tout le monde à Dien Bien Phu, ou peu s'en faut, promu ou décoré. La décoration du général de Castres ainsi qu'une bouteille de champagne de félicitations fut parachutée au-dessus de la vallée mais tomba dans les lignes Viet Minh. Cette infortune symbolisait à elle seule l'impuissance croissante des positions françaises. Dans la semaine, les Français avaient perdu plus de la moitié de leur terrain d'aviation, ce qui rendait difficile, sinon maintenant presque complètement impossible, de leur faire parvenir l'approvisionnement.